50 millions de dollars, c'est le prix que peut coûter un seul câble. Pas une grue, pas un navire, pas une plateforme de forage, juste un câble. Mais ce n'est pas une simple corde. C'est un élément d'un système extrêmement complexe, dont dépendent des vies humaines, des centaines de tonnes de marchandises et des projets de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sont créés ces géants, faits de métal, de précision et de tension. Prêts? Entrons dans les coulisses de la fabrication des câbles ultra résistants. On les utilise pour les grues maritimes qui soulèvent des modules sur les plateformes pétrolières, l'extraction minière, l'installation d'éoliennes en pleine mer, la construction de ponts et de gratte-ciel. Le matériau principal utilisé pour fabriquer ces câbles surpuissants est un acier au carbone fortement allié. Mais pas n'importe quel acier, un acier modifié, amélioré par des alliages. On y ajoute du chrome, du nickel, parfois du molybdène. Tout dépend de la future utilisation du câble. Par exemple, le chrome augmente la résistance à la corrosion, tandis que le nickel apporte solidité et ductilité. Ces additifs transforment le métal en une véritable armure d'ingénierie, capable de supporter des charges extrêmes, des changements de température, l'humidité marine et même le vieillissement mécanique. Mais pour que cet acier soit prêt à être tressé, il est d'abord préparé sous forme de fil. La première étape, le laminage. Les ébauches d'acier passent entre des cylindres, réduisant progressivement leur diamètre jusqu'à la taille exacte. Vient ensuite le temps de la trempe thermique. Le fil est chauffé à très haute température, puis refroidi brusquement pour lui donner la structure souhaitée. Ce processus rend l'acier à la fois dur et élastique. L'étape suivante, le revêtement. On le choisit en fonction des conditions d'exploitation. Un zingage pour la protection contre la corrosion ou une gaine polymère pour un travail en milieu agressif, comme l'eau de mer. Et même après toutes ces procédures, ce n'est pas encore un fil fini. Vient ensuite le calibrage par ordinateur. Chaque fil est vérifié par des machines de haute précision. On ne mesure pas seulement le diamètre au micron près, mais aussi les micro-courbures, la tension, la symétrie. Imaginez qu'un écart d'un seul centième de millimètre peut être critique, car des milliers de ces fils seront ensuite assemblés en un seul câble. Un seul segment faible devient un point de rupture potentiel. Et si le câble cède sous la charge? Cela signifie non seulement une panne, mais des pertes de plusieurs millions, l'arrêt d'un chantier, voire une menace pour des vies humaines. Après le calibrage, une fois que chaque fil métallique a subi son traitement thermique, sa vérification et son revêtement, l'une des étapes les plus spectaculaires commence. Le tressage du câble. Et non, il ne s'agit pas simplement de tordre des fils ensemble. C'est un système mathématiquement calculé de tension, d'angles et d'interactions de centaines d'éléments. La base de chaque câble est son âme. Elle peut être en acier ou en fibres organiques, selon l'usage. C'est autour d'elle que les spirales de fils d'acier sont déposées en couches successives. Chaque couche contient des dizaines, voire des centaines de fils, tous entrelacés dans un ordre strict. L'objectif principal est de répartir la charge uniformément sur toute la longueur et d'éviter les points faibles. Chaque câble a sa propre configuration, l'angle de torsion, le nombre de couches, la forme du profil. Pour plus de flexibilité, on utilise plus de fils fins. Pour plus de rigidité, moins, mais plus épais. Par exemple, un câble destiné à lever des équipements de forage doit résister non seulement à la traction, mais aussi à la torsion. Sa construction est donc bien plus complexe. Le tressage se fait sur de gigantesques machines carrousel. Elles tournent lentement, tout en tirant les fils de dizaines de bobines. Une seule de ces machines peut assembler un câble de plus de 100 mètres de long. En même temps, chaque fil est tendu, avec une force précisément définie. Un système automatique régule cette tension en temps réel. Si un seul fil est tordu, trop tendu, ou, au contraire, lâche, le câble peut perdre de sa résistance ou ne pas passer la certification. Tout le processus de tressage est accompagné d'une surveillance continue. Des capteurs enregistrent même les vibrations.
En cas de défaillance, l'automate s'arrête. Le contrôle humain est minimal ici. Des spécialistes surveillent simplement la synchronisation générale et n'interviennent qu'en cas de situation anormale. Ce qui est intéressant, c'est que certains câbles ont une structure composite, une couche extérieure avec une isolation polymère ou un revêtement ignifuge, et à l'intérieur, des âmes métalliques aux propriétés différentes. On utilise ces câbles dans les grues de pompiers, le matériel militaire, ou même sur les plateformes spatiales. Une fois le tressage terminé, le câble n'est pas encore considéré comme prêt à l'emploi. L'une des étapes les plus cruciales l'attend: les tests et la certification. C'est là que l'on découvre l'essentiel. Résistera-t-il à ce pourquoi il a été créé ou non? Le premier type de vérification, le test de rupture. Le câble est fixé entre deux énormes pinces hydrauliques, puis on commence à le tirer lentement avec une force incroyable. On ne parle pas de tonnes, mais de centaines de tonnes de charge qui augmentent progressivement. Le but est de déterminer sa limite de résistance maximale. Idéalement, le câble doit supporter une force 3 à 5 fois supérieure à celle qu'il devra porter dans des conditions réelles. Mais supporter la charge ne suffit pas. Il faut aussi un test de fatigue. Le câble est tendu et relâché à plusieurs reprises, simulant des cycles de travail réels, par exemple sur une grue de chantier ou une plateforme de forage. Sur des centaines de cycles, on étudie l'apparition éventuelle de micro-fissures, de déformations ou de changements de structure. On effectue également des tests de torsion séparés. Le câble est fixé et soumis à une rotation. C'est important pour les modèles qui travaillent en suspension, ou là où le vecteur de force change constamment. Si le câble se détord, s'effiloche ou se casse de l'intérieur, c'est un défaut. Une autre étape critique, les tests environnementaux. Le câble est immergé dans de l'eau salée, refroidi à moins 40 degrés Celsius, ou, au contraire, chauffé à 100 degrés. Certains subissent des tests de résistance aux rayons ultraviolets, aux produits chimiques ou même au feu. Car dans le cas des grues maritimes ou des mines, les conditions d'exploitation sont extrêmes. Et après tout cela, seuls quelques câbles obtiennent des certificats de niveau international. Par exemple, le Lloyd's Register ou le DNV-GL. Ces documents attestent que le câble peut être utilisé dans la construction navale, sur les plateformes pétrolières ou dans l'industrie de la défense. Chaque câble porte un numéro individuel, lié au protocole de test. Dans certains cas, on indique même son pedigree, c'est-à-dire de quelle usine métallurgique provient l'acier de chaque fil. Quand le câble a passé tous les tests, il est enroulé en d'immenses bobines, de 20, 50, voire 100 mètres, et transporté sur des plateformes spéciales. Une seule de ces bobines pèse plusieurs tonnes. Sur site, le câble est monté avec une précision millimétrique, à l'aide de grues hydrauliques, de systèmes d'alignement et de spécialistes qui supervisent chaque étape. Ce n'est qu'après une dernière vérification que le câble est mis en service, et il commence à travailler là où l'erreur n'est pas permise. Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain, jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant.
Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement ? Eh bien,
certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables. Vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques, ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles, et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles, et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques, puis il part à la fonderie où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement.
Imagine, il faut près de 2 ans, oui, 2 ans complets, pour faire pousser un seul ananas. Et ensuite, à peine 30 secondes pour l'éplucher et le découper en morceaux parfaits. Chaque jour, dans les plus grandes usines du monde, on traite des centaines de tonnes d'ananas. Ils finissent en boîte et parcourent des milliers de kilomètres avant d'atterrir sur ta table. Comment ça se passe exactement? Des immenses plantations jusqu'aux conserves hermétiques. Allons jeter un coup d'œil dans les coulisses d'une industrie qui tourne comme une horloge parfaitement huilée. Les ananas poussent sur de petits buissons et ils mettent entre 18 et 24 mois pour arriver à maturité après leur mise en terre. On les cultive généralement sur d'immenses plantations couvrant plusieurs milliers d'hectares. Les producteurs plantent les ananas en rangs bien alignés avec des techniques de soins spécifiques. Un système d'irrigation maintient le sol humide, tandis que les engrais minéraux stimulent la croissance. Contre les nuisibles, on utilise des méthodes naturelles ou chimiques selon la région et les normes locales. La mise en place est assez exigeante. Chaque jeune plant doit être correctement positionné dans la terre. On désherbe et on ameublit le sol, parfois en utilisant un film de paillage pour conserver l'humidité et lutter contre les mauvaises herbes. Les ananas ne poussent pas à partir de graines, mais plutôt depuis la couronne du fruit ou des rejets latéraux, que les cultivateurs coupent puis laissent sécher un peu avant de les replanter. Les ouvriers placent ces boutures à la main dans le sol, en gardant un espace d'environ 25 à 50 cm entre chaque plant, selon la variété et la méthode de culture. La récolte de l'ananas. C'est un boulot à la fois complexe et physique. Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, alors les agriculteurs évaluent leur maturité en observant leur couleur et leur taille. La cueillette se fait à la main, protégée par des gants spéciaux et des vêtements couvrants. Les travailleurs utilisent des couteaux ou des machettes pour couper le fruit. Un ouvrier expérimenté peut ramasser jusqu'à 3 tonnes d'ananas par jour. Les fruits sont immédiatement triés par taille et par qualité. Ceux qui partent en conserve doivent être parfaitement mûrs, mais pas trop avancés. Dès la fin de la cueillette, on expédie les ananas vers les usines dans les 24 heures, histoire de conserver toute leur saveur et leur fraîcheur. Allez, voyons maintenant ce qui leur arrive ensuite. Les ananas sont chargés dans de grands bacs en plastique ou des conteneurs, puis transportés par camion ou tracteur jusqu'à l'usine de transformation la plus proche. Dans les régions chaudes, les véhicules sont souvent équipés d'un système de ventilation pour éviter que les fruits ne s'abîment. Une fois arrivés, les ananas passent immédiatement au lavage et à la découpe. On place ensuite les ananas sur des tapis roulants qui avancent sous une rangée de buses à eau. Sous une pression pouvant atteindre 10 bars, l'eau élimine la terre, les résidus et les insectes. Certaines usines utilisent un bain savonneux ou légèrement chloré pour la désinfection, avant de tout rincer à l'eau filtrée. Tout ça dure à peine 30 secondes. Et hop, voilà nos ananas tout propres qui continuent leur route. Des bras mécaniques, équipés de lames ultra affûtées, font en une seconde ce qu'un humain mettrait plusieurs minutes à accomplir. Les couteaux automatisés enlèvent l'épaisse peau piquante d'un geste rapide, ne laissant que la chair juteuse. Des machines spéciales extraient le cœur dur de l'ananas en l'éjectant comme un bouchon. Puis le fruit est découpé en rondelles, en cubes ou en morceaux. La cadence peut grimper jusqu'à 200 tranches par minute. Pour la mise en conserve, la précision est cruciale. Des capteurs informatiques contrôlent la taille et l'épaisseur des morceaux afin d'obtenir un format uniforme. Au bout de cette étape, l'ananas n'a plus son écorce piquante. Juste une pulpe tendre, ultra succulente, prête pour la conserve. Des tapis roulants acheminent alors ces rondelles ou morceaux parfaitement calibrés vers les machines de mise en boîte. Pendant ce temps, d'autres lignes s'occupent d'approvisionner en boîtes métalliques ou bocaux en verre, synchronisés avec le flux de fruits. Des robots ou des pousseurs mécaniques répartissent délicatement la portion exacte dans chaque récipient.
Certaines installations utilisent même des vibrations pour tasser les ananas et réduire les espaces vides. On y ajoute ensuite un liquide, sirop sucré, jus d'ananas ou simplement de l'eau, selon le type de produit. Souvent, ce sirop est porté à une température comprise entre 70 et 90 degrés pour éliminer les bactéries et faciliter la fermeture hermétique. Des systèmes à vide chassent les bulles d'air, permettant au sirop de se répartir uniformément entre les fruits. Les boîtes sont alors dirigées vers le poste de sertissage, où des dispositifs rapides posent et verrouillent les couvercles métalliques en créant un vide hermétique. Pour les bocaux en verre, on utilise la technique de scellage thermique, avec un joint plastique ou caoutchouc qui se soude parfaitement. Une fois scellées, les boîtes sont placées dans des chambres de vapeur brûlante ou passent à travers des tunnels de pasteurisation. La température peut grimper jusqu'à 121 degrés Celsius et le traitement dure entre 5 et 20 minutes. Cette étape détruit les micro-organismes et garantit une longue durée de conservation, jusqu'à 2 ou 3 ans. Après la stérilisation, les boîtes ressortent extrêmement chaudes et leur contenu continue de cuire un peu à l'intérieur. Pour stopper cette cuisson et préserver la texture de l'ananas, on les refroidit sans tarder. Les tapis roulants conduisent les boîtes dans des tunnels de refroidissement, où elles sont aspergées d'eau froide ou ventilées par de puissants flux d'air. Sur certains sites, on les immerge dans de grands réservoirs d'eau contrôlée. Ce refroidissement prend de quelques minutes à une demi-heure, jusqu'à ce que la température des boîtes approche la trentaine de degrés. C'est délicat. Si on les refroidit trop vite, elles risquent de se déformer ou même de se fissurer. Une fois bien refroidies, les boîtes s'apprêtent enfin à revêtir leur style commercial. Elles avancent sur des lignes automatiques où des capteurs vérifient forme et dimension. Des bobines d'étiquettes défilent à toute vitesse et des bras robotisés les appliquent avec précision. Pour les boîtes métalliques, on utilise un adhésif ou un système de thermocollage. Pour le verre, des étiquettes en papier ou en plastique. On imprime ensuite la date de fabrication, la durée de conservation et le numéro de lot, parfois au laser, parfois à l'encre. Si une boîte a une étiquette mal posée ou ne répond pas aux normes, elle est aussitôt mise de côté. Dernière étape avant l'expédition, l'emballage collectif. Les boîtes sont regroupées dans de grands bacs en plastique ou des cartons, généralement par 6, 12 ou 24. Elles traversent des machines d'emballage automatiques qui les enserrent dans un film transparent, bien serré. Les lots volumineux sont empilés sur des palettes en bois, puis enveloppés d'une autre couche de film pour les stabiliser pendant le transport. Des chariots élévateurs robotisés stockent finalement ces palettes dans d'immenses entrepôts réfrigérés avant qu'elles ne partent vers les supermarchés, les restaurants ou nos cuisines un peu partout dans le monde. Et certaines boîtes peuvent voyager sur des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans les rayons du magasin du coin. Chaque année, on démantèle plus de 30 000 vieux locomotives et wagons aux 4 coins du monde. Mais attention, ce n'est pas juste un simple démontage. C'est littéralement une seconde vie pour des milliers de tonnes de métal et des centaines de pièces. Imagine des grues capables de soulever plus de 100 tonnes et des hangars longs d'1 kilomètre ou plus, où des trains attendent leur tour pour être mis en pièces. Le plus fou, le métal récupéré sert à fabriquer de nouvelles voitures, des bâtiments et même de l'électroménager. Comment ces mastodontes cassés finissent-ils par faire partie de notre quotidien? Regarde jusqu'au bout et découvre tout le processus de l'intérieur. As-tu déjà vu renaître quelque chose qui semblait complètement hors d'usage? Franchement, c'est bluffant! Quand un train ne peut plus transporter ni voyageurs ni marchandises,
on l'envoie dans une usine de recyclage spécialisée. Et là, commence le véritable dépouillage. On ne jette pas tout en bloc, on récupère ce qui peut encore servir. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que convoyer un train jusqu'à l'usine de démantèlement, c'est déjà tout un défi. Le moyen le plus répandu, c'est de le charger sur des wagons plateformes spéciaux, de grandes plateformes roulantes tractées par un autre loco. Si le train est trop endommagé pour bouger, on fixe simplement la plateforme à un convoi en état de marche, qui l'emmène directement à la station de recyclage. Si l'endroit de destination est trop éloigné de la ligne de chemin de fer, ou si l'on ne peut pas utiliser le rail, on fait appel à des véhicules de transport spéciaux, capables de supporter tout le train d'un coup. Ces transporteurs sont énormes, dotés de roues surpuissantes pour encaisser le poids colossal de la rame. On utilise parfois des remorques surbaissées pour éviter que le train ne touche le sol. Parfois, quand il est impossible de déplacer la rame entière, on la découpe directement sur place, puis on transporte chaque tronçon séparément. C'est certes plus fastidieux, mais ça évite bien des complications pour convoyer de si grands engins. Locomotives et wagons regorgent de composants, moteurs, transmissions, systèmes électriques et même l'habillage intérieur. Tout ça a de la valeur. Tu savais que les pièces métalliques des trains peuvent être refondues et réutilisées pour fabriquer d'autres infrastructures ferroviaires, voire pour la construction de bâtiments? Mais avant d'en arriver là, il faut tout démonter, du plus gros élément, la caisse ou les roues, aux plus petits détails, comme les lampes ou les tablettes. Les hangars de démantèlement sont souvent immenses, couvrant parfois plusieurs milliers de mètres carrés. Et la machinerie utilisée sur place réclame un vaste espace pour manœuvrer, que ce soit pour soulever une locomotive complète ou de grands tronçons de wagons. Certains sites disposent de hangars, pouvant culminer à 20 mètres de haut, pour accueillir les plus gros wagons et locos, et d'une surface leur permettant de traiter plusieurs trains en même temps. Souvent, il y a aussi de grandes aires extérieures, où les trains attendent leur tour. Ces zones sont recouvertes d'un revêtement spécial, pour prévenir la pollution et garantir la sécurité des ouvriers. Imagine, il faut bien une centaine de mètres pour démonter un seul train en toute sécurité. Donc, certains sites s'étendent sur plus d'1 kilomètre de long. Sur place, on trouve des grues ultra puissantes, capables de soulever et de déplacer les plus lourdes sections, ainsi que des machines de découpe et d'autres outils de démontage. Certaines grues peuvent encaisser plus de 100 tonnes sans broncher, pour manipuler une loco ou un gros wagon. Il existe aussi des zones dédiées au tri des métaux, à la récupération des déchets et à la préparation du recyclage. On y retire d'abord les matières dangereuses, comme les huiles ou le carburant, avant de s'attaquer au démontage en lui-même. La première étape consiste à retirer tous les matériaux à risque, carburant, lubrifiants, batteries et autres substances toxiques ou explosives. C'est un travail manuel pour éviter toute contamination et protéger le personnel. Ensuite, on passe au gros du démontage. On enlève d'abord tout ce qui n'est pas structurel, portes, fenêtres, sièges, câblage. Puis, grâce à de puissantes machines de découpe, on sectionne les plaques métalliques de la carrosserie. Les plus gros morceaux sont tissés par des grues, tandis que les plus petits sont découpés ou broyés. Les locomotives, plus massives, se démontent par étapes. On retire d'abord les composants électriques, les systèmes pneumatiques, les roues, et toute pièce pouvant être réparée ou réutilisée.
Ensuite seulement, on découpe la structure métallique avec des chalumeaux et des scies capables de trancher de l'acier bien épais. Une fois le train entièrement mis en pièces, les métaux partent vers des installations spécialisées pour être fondus et transformés. Ce qui peut encore servir est nettoyé, puis refondu pour donner vie à de nouveaux produits. Les métaux issus des vieux trains servent souvent à fabriquer des structures en acier, voire d'autres véhicules. Selon la complexité du train et la quantité de travail, le processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes les pièces métalliques, des roues jusqu'aux caisses, sont envoyées dans des aciéries, où on les fait fondre pour créer de nouvelles pièces, voire de nouvelles rames. Non seulement ça économise du métal neuf, mais ça permet aussi d'exploiter au mieux les ressources déjà disponibles. Et oui, le métal d'un vieux train peut servir à fabriquer non seulement d'autres trains, mais aussi des voitures, des structures de bâtiments, du mobilier et même des appareils électroménagers. Cela dit, on ne jette pas tout pour autant. Les pièces encore utilisables sont réparées et réintégrées ailleurs. Les systèmes électriques, l'habillage intérieur, même les sièges ou les tables peuvent être remis en état pour équiper d'autres trains ou être recyclés dans d'autres projets. Eh oui! Tu peux parfois retrouver des sièges de train réaménagés dans un aéroport, une gare ou même un hôtel. Quant aux moteurs, ils peuvent parfois servir de base à de nouvelles locomotives ou à des machines industrielles. Maintenant, parlons un peu d'écologie. Quel impact ce recyclage a-t-il sur la planète? Le démantèlement et la refonte des métaux représentent un moyen concret de préserver nos ressources naturelles. Chaque train recyclé, c'est moins de minerais à extraire de la terre. Et ça profite directement à l'environnement. Au lieu de puiser sans cesse dans de nouvelles ressources, on redonne une seconde vie aux matériaux existants. Ça réduit les coûts de production, limite la pollution et freine les émissions de gaz à effet de serre. Grâce aux avancées technologiques, le recyclage des trains devient de plus en plus efficace. On utilise aujourd'hui des méthodes ultra modernes pour extraire rapidement les matériaux réutilisables et optimiser le démontage des vieilles machines. Par exemple, la robotique permet d'accélérer les opérations, d'améliorer la sécurité du personnel et de gagner en précision. C'est un sacré progrès et ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu vois un vieux train rouillé dans un coin, souviens-toi, il finira peut-être transformé en voiture flambant neuve ou en structure métallique dans un bâtiment, prêt à commencer une nouvelle aventure. Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près, et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes, et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 m², soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici,
On ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudentent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, planchers, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence.
L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain. Qu'est-ce qui arrivera à nos déchets radioactifs dans 100 000 ans? C'est dingue, mais on ne peut ni les brûler, ni s'en débarrasser à la légère. Ils restent nocifs pendant des millénaires. Chaque jour, le monde produit des centaines de tonnes de combustible nucléaire usé et, franchement, on ne sait toujours pas quoi en faire. Les bassins de refroidissement sont pleins à craquer. Les installations de stockage provisoires deviennent permanentes. Et notre seule vraie option, pour éviter la catastrophe, c'est de tout enfouir plus profondément que tout ce que l'humanité a jamais construit. Mais est-ce que ces sites souterrains vont vraiment tenir le coup sur la durée? Voyons ça de plus près. Dans un silence millénaire, plus profond que n'importe quelle pause dans l'histoire de l'humanité, quelque part au plus profond de la Terre, à plusieurs centaines de mètres sous la surface, des spectres d'uranium d'époque révolue sont scellés dans la roche. Ils ne brûlent pas, ils ne scintillent pas et ils ne font aucun bruit. Pourtant, leur présence est inéluctable. On ne peut pas simplement brûler ces déchets atomiques ou les jeter sur une décharge. Ils restent dangereux pendant des siècles, voire des milliers d'années. Il existe 3 grandes approches pour s'en occuper: le stockage provisoire, le retraitement et l'enfouissement géologique profond. Le stockage provisoire est la toute première étape cruciale. Sitôt sorti du réacteur, le combustible demeure extrêmement chaud et hautement radioactif. Impossible de l'enfouir ou de le retraiter immédiatement. Il doit d'abord refroidir. Dès qu'on retire les assemblages de combustible du réacteur,
On les plonge dans des piscines spécialisées, situées directement sur le site de la centrale nucléaire. L'eau y joue un double rôle. Elle refroidit le combustible et sert d'écran contre les radiations. La température est surveillée en continu. Et bien sûr, le bassin est entouré de parois en béton épaisses, empêchant la radioactivité de s'échapper. Le combustible peut y rester plusieurs années, voire plusieurs décennies, jusqu'à ce que son niveau de radioactivité baisse suffisamment pour être moins dangereux. Le hic, c'est que la plupart des centrales à travers le monde ont déjà rempli leur bassin. Alors, on transfère ensuite ce combustible usé vers ce qu'on appelle des stockages à sec. Une fois assez refroidi, on enferme le combustible dans des conteneurs d'acier conçus sur mesure, qu'on entrepose soit à l'air libre, soit dans des bunkers en béton. On trouve ce type de stockage, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou encore en Allemagne. Ces conteneurs ont des parois épaisses, en métal et en béton, qui bloquent la radioactivité. Ils résistent aux séismes, aux ouragans et même à la chute d'un avion. Dans certains pays, on les enterre partiellement pour mieux les protéger des agressions extérieures. Pourtant, ce n'est pas la solution définitive. Le stockage à sec est prévu pour 50 à 100 ans. Au-delà, on envisage soit le retraitement, soit l'enfouissement géologique. Mais aujourd'hui, beaucoup de nations n'ont toujours pas de stratégie définitive. Résultat, ces installations provisoires deviennent, en pratique, des sites quasi permanents. Quant au retraitement, il offre une sorte de seconde vie à l'uranium. Beaucoup de gens s'imaginent que le combustible usé n'est qu'un déchet bon à enterrer le plus profond possible. C'est fou quand on sait que près de 95% de ce combustible contiennent encore de l'uranium et du plutonium, parfaitement réutilisables. C'est précisément le rôle du retraitement. Concrètement, on démonte les assemblages de combustible usés, puis on les plonge dans de l'acide nitrique hautement concentré. Le métal se dissout et les scientifiques obtiennent alors un cocktail radioactif, mélange d'uranium, de plutonium et de produits de fission hautement actifs. Ensuite, on sépare ce mélange pour isoler chaque composant. L'uranium est purifié, puis renvoyé en enrichissement. Le plutonium, lui, peut servir à fabriquer du MOX, un combustible à oxyde mixte qui sera de nouveau brûlé dans certains réacteurs. Ce qui reste, à savoir les déchets hautement radioactifs et inutilisables, constitue le vrai problème. On les incorpore alors dans du verre en fusion, avant de sceller le tout dans des conteneurs robustes en acier inoxydable. Sous cette forme, ces résidus radioactifs restent stables pendant des millénaires. Le retraitement permet ainsi de réduire la quantité de déchets hautement radioactifs d'un facteur 4 ou 5, tout en réutilisant l'uranium et le plutonium, ce qui diminue la nécessité d'extraire sans cesse du nouveau minerai. Ce processus est complexe, coûteux, et soulève pas mal de questions liées à la sécurité. Le plutonium, par exemple, ne sert pas qu'à alimenter des réacteurs. Il peut aussi être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires, ce qui n'est pas sans risque. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux pays, comme les États-Unis, ont renoncé au retraitement, tandis que la France, le Royaume-Uni, la Russie et le Japon continuent de l'employer. Autrement dit, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt un compromis entre l'économie de ressources et les dangers potentiels. Si le stockage temporaire est une forme d'attente et si le retraitement représente une seconde chance, alors l'enfouissement géologique constitue la dernière étape. C'est la méthode qui vise à protéger l'humanité de ces déchets radioactifs pour des dizaines de milliers d'années. Cet enfouissement doit rester sûr, même dans 100 000 ans. Géologues, physiciens, ingénieurs et écologues recherchent donc des couches profondes de granit, d'argile ou de sel, imperméables et résistantes au séisme. Les déchets les plus dangereux, par exemple ces blocs vitrifiés hautement radioactifs, sont d'abord placés dans des conteneurs en acier inoxydable, puis enfermés dans des capsules en cuivre ultra résistantes, capables de tenir des millénaires sans corrosion. On descend ces capsules dans des galeries verticales ou horizontales, à 500 ou même 1000 mètres de profondeur. Dans de telles conditions,
Même en cas de gros pépins, la radioactivité ne devrait pas remonter à la surface. Une fois tout bien scellé, on remblaye et on ferme définitivement les tunnels. Et, quelques siècles plus tard, ce site souterrain se fond dans le paysage. L'humanité finira par l'oublier. À ce jour, aucun pays n'a finalisé un enfouissement géologique, mais la Finlande est sur le point d'y parvenir. Pour choisir un emplacement capable de tenir face au temps, à la nature et à la curiosité humaine, il faut mener des décennies de recherche. Il ne s'agit pas simplement de trouver une grotte ou un gouffre. C'est un processus scientifique complexe. Le site doit être géologiquement stable, sans activité sismique, et dépourvu d'eau souterraine, afin d'éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques. Plus la roche, granit, argile, sel, est dense et profonde, meilleure est l'isolation. À l'aide d'images satellites et de cartes géologiques, les chercheurs repèrent des zones où la roche est restée stable des millions d'années. Une fois ces lieux présélectionnés, on fore des puits profonds jusqu'à 1000 mètres pour analyser la composition et l'âge des formations rocheuses. Les scientifiques simulent même de petits séismes, grâce à des explosions ou à de puissantes machines vibrantes, afin d'observer la manière dont les ondes se propagent à travers la roche. Si la roche est stable et dépourvue de fissures, le site est jugé prometteur. On transforme alors les meilleurs emplacements en laboratoires souterrains, où l'on mène des expériences sur plusieurs décennies. On y installe des maquettes de conteneurs munis d'éléments chauffants pour simuler les déchets, et on observe la réaction de la roche à long terme. La grande crainte reste la suivante. Peut-on garantir la sécurité sur 100 000 ans? Et si nos descendants oublient le danger et creusent un jour, sans le savoir, dans ces déchets? C'est pourquoi certains chercheurs envisagent de concevoir des signaux spéciaux, voire de nouveaux langages, pour prévenir les civilisations futures. En fin de compte, l'enfouissement profond constitue notre meilleure chance de nous débarrasser de ces déchets ultra dangereux. Même si, en définitive, seuls les habitants d'un futur lointain pourront confirmer que c'était réellement la bonne solution. Imagine un peu, plus de 95 milliards de dollars, rien qu'en Asie. C'est la valeur ahurissante du marché dédié aux pigeons élevés pour leur viande. Chaque minute, partout dans le monde, des milliers de ces oiseaux sont élevés, vendus et transformés, et les plus grosses fermes livrent jusqu'à 3000 volatiles tous les 4 jours. Comment ont-ils pu passer du simple symbole urbain à une véritable manne financière? Comment sont-ils nourris, sélectionnés et préparés pour répondre à la demande? Aujourd'hui, on dévoile tous les secrets de l'élevage industriel des pigeons, depuis le premier œuf, jusqu'au produit final dans nos assiettes. Et crois-moi, tu vas être surpris. En ce moment, c'est un véritable festival de plumes. On recense plus de 500 espèces de pigeons sauvages et plus de 175 races domestiques qui vivent aux côtés des humains. Leur population est présente sur tous les continents, des zones tropicales brûlantes jusqu'aux régions tempérées. Grâce à cette diversité, on les apprécie depuis toujours pour leur intelligence et leurs incroyables atouts, transformant les pigeons en une source d'opportunités précieuses. La plupart sont élevés pour le sport ou pour leur viande. Élever des pigeons pour la revente, c'est un peu comme planter un arbre enchanté. Au début, tu n'as pas besoin d'un gros investissement, mais les rendements peuvent être très généreux. Résultat,
De nombreux gens à travers le monde se lancent dans cette activité et en font un véritable revenu. Dans la vaste région Asie-Pacifique, le secteur de l'élevage de pigeons à viande a même atteint la barre colossale de 95 milliards de dollars en 2023. Là-bas, le commerce du pigeon ne se contente pas d'améliorer le niveau de vie des familles. Il contribue aussi au développement durable de l'agriculture. Pour obtenir un cheptel de pigeons de qualité, les éleveurs sélectionnent méticuleusement mâles et femelles, comme s'ils repéraient des étoiles filantes. Aucune imperfection, un plumage lisse et brillant, et pas la moindre trace de maladie. Il leur faut une forme optimale, un regard vif et la capacité de pondre de nombreux œufs, avec une reproduction efficace. Les pigeons d'origine gauloise sont très prisés. Ils grandissent à la vitesse de l'éclair, sont super fertiles et s'adaptent sans problème aux climats orientaux, comme s'ils changèrent de tenue d'un coup de baguette magique. Du coup, la plupart des éleveurs privilégient un élevage en intérieur, plus simple pour le suivi quotidien, les soins et la prévention des maladies. En général, on construit de hauts pigeonniers bien ventilés, en laissant environ 1 mètre à 1,20 m de distance entre les casiers, comme s'il s'agissait de petites tours de repos pour nos compagnons ailés. On y installe un éclairage et des ventilateurs pour assurer une bonne aération et la luminosité nécessaire. Chaque couple reproducteur bénéficie de son propre box, une sorte de lune de miel dans un petit nid douillet. À l'intérieur, on place des mangeoires, des abreuvoirs et de confortables nichoirs. Les casiers sont souvent empilés, façon mini-ville, pour économiser de la place tout en laissant circuler l'air. L'espace entre chaque rangée fait habituellement de 5 à 10 cm. Le secret d'un bon élevage de pigeons réside dans la qualité de leur alimentation. Chaque jour, les fermiers préparent un mélange spécial de graines, maïs, haricots mango, etc., pour leur concocter un festin nutritif. Chaque ingrédient est pesé avec précision, puis passé au mélangeur. Ensuite, les éleveurs transportent cette préparation jusqu'au pigeonnier et la versent dans les mangeoires, avec le plus grand soin. Lorsqu'ils se déplacent dans les allées, ils poussent un chariot, comme s'ils transportaient leur propre fortune, et distribuent le grain à chaque arrêt, laissant aux oiseaux le temps de picorer tranquillement. Les pigeons se ruent alors autour des mangeoires, un peu comme des fans en délire autour de leur idole. Cette organisation bien rodée assure à la volée une alimentation régulière et un bon état de santé. Pour que les pigeons soient heureux, rien de mieux qu'un environnement propre et frais, le nettoyage des pigeonniers est donc crucial. Pendant les mois les plus chauds, les éleveurs transforment les bâtiments en véritables palais de la propreté, en récurant tous les recoins au quotidien. En hiver, le rythme ralentit un peu, histoire de souffler. Mais maintenir la propreté reste indispensable pour protéger les oisillons, dont le système immunitaire est encore fragile, surtout durant leur croissance rapide. Un nettoyage régulier et un espace bien entretenu jouent le rôle d'une douche salvatrice pour ces oiseaux, leur permettant de rester robustes et en pleine forme.
Les pigeons atteignent leur maturité sexuelle vers 4 ou 5 mois. À ce stade, les femelles commencent à pondre, comme si elles déposèrent de précieuses perles dans le nid. Cela dit, la ponte est modeste, généralement 1 ou 2 œufs par couvée, un peu comme un petit encas. Sur les grandes exploitations, même ces petites quantités se multiplient vite par milliers chaque jour. Une sorte de chasse au trésor où chaque œuf est un joyau rare. À cause de cette production limitée, les œufs de pigeons valent très cher, parfois 10 fois plus que ceux de poules. Et ils sont surtout destinés à l'incubation. D'ordinaire, un élevage peut compter 8 à 9 cycles de reproduction par an. Un véritable balai ininterrompu de soins et d'attention. Les oisillons voient des dossiers morts le jour après environ 17 ou 18 jours d'incubation, bien au chaud, comme si la nature savait pile quand faire éclore une nouvelle vie. Au moment de la récolte, les éleveurs les manipulent avec précaution, comme de petits trésors fragiles, pour éviter tout dommage. Grâce au savoir-faire d'un personnel qualifié, les fermes parviennent à élever des pigeons d'excellente qualité, répondant aux exigences du marché. Les tout petits sont placés dans une sorte de pouponnière, où on les installe dans des nids avec un couple de parents adoptifs. Une mini-famille de plumes qui leur offre un refuge douillet. Avec ces parents de substitution, les petits se sentent comme des poissons dans l'eau et grandissent dans une ambiance sereine. Les femelles nourrissent leurs petits avec une substance spéciale, le fameux lait de jabot, un peu comme un repas maison servi directement à la source. Peu à peu, on leur fait découvrir d'autres aliments, un peu comme s'ils se faisaient de nouveaux copains, pleins d'histoires à raconter. D'habitude, les pigeonneaux atteignent leur maturité vers le 26e jour. 2 ou 3 semaines après l'éclosion, ils commencent à faire leur premier vol. Et au 4e ou 5e semaine, ils sont assez costauds pour vivre en autonomie, se mêler aux autres, ou même former un couple. On les récupère généralement vers 2 mois. Les fermiers les vendent souvent à des grossistes ou à des restos spécialisés dans la viande de pigeons. La Chine est l'un des plus gros producteurs mondiaux. Environ 9 millions de pigeons y sont élevés. Beaucoup de grandes fermes se trouvent à Canton, Shenzhen ou Henan et fonctionnent comme une horloge, livrant des jeunes pigeons tous les 4 jours pour optimiser leur récolte. Lors de chaque expédition, quelques 3000 oiseaux sont mis en vente, avec un tri sévère pour répondre aux standards du marché. La transformation de la viande de pigeon est très semblable à celle des autres volailles, comme le poulet ou le canard. Des lignes de production modernes s'occupent de tout: saignée, plumaison, éviscération et lavage. En général, les pigeons sont livrés entiers, prêts à être cuisinés. Cette viande est très appréciée dans plusieurs pays, surtout quand il s'agit de pigeons jeunes, considérés comme de vrais concentrés de protéines, bourrés de vitamines et de minéraux. Le pigeon rôti est un plat traditionnel dans bien des régions. Sa peau devient joliment dorée et croustillante, comme si elle sortait d'un institut de beauté. Et c'est un vrai délice pour les amateurs de bonnes choses. En Floride, sous le soleil, on considère les pigeons comme de petites pierres précieuses grâce à leur plumage coloré. Ils fascinent les curieux et ajoutent une touche vibrante à l'ambiance locale. Les spécialistes de l'élevage portent une grande attention au dressage pour que ces volatiles puissent parcourir de longues distances et toujours retrouver leur point de départ. On les compare parfois
à de véritables avions à plumes. Les conditions de vie varient selon les objectifs. Pour les pigeons destinés aux compétitions, il leur faut davantage d'espace, un peu comme des sportifs dans leur stade. Vers 1 mois et demi, quand leur plumage est bien formé, les jeunes commencent leur entraînement. Dans certains pays comme les Pays-Bas, l'Angleterre ou les États-Unis, on élève aussi des pigeons pour la compétition. Et cet engouement dépasse parfois l'aspect culinaire. Les clubs colombophiles organisent des courses sur plusieurs centaines de kilomètres, transformant cette pratique en un sport palpitant qui réunit tout le monde. On lâche alors les pigeons entraînés et on guette celui qui rentrera le plus vite à la maison, après des trajets pouvant aller de 160 à 300 km. Parfois, les prix atteignent le million de dollars. Et l'excitation est à son comble dans l'attente du retour des pigeons. Pour satisfaire les adeptes de ce sport, les éleveurs cherchent à obtenir des pigeons charpentés et rapides, idéaux pour des missions de messagerie ou des courses. Les passionnés sont prêts à débourser des sommes folles pour ces spécimens d'élite, faisant de leurs propriétaires de véritables magnats, fiers de régner sur un royaume tout en plumes.